Saison des Atlanta Hawks. Alors, à venir, on va déjà peut-être refaire la saison passée. Du côté d'Atlanta, est-ce que vous souhaitez, vous, de votre côté, vous prononcer ou est-ce que je commence? Vas-y, fais ton petit speech, Ouais. t'inquiète. Bon, je vais peut-être Ouais. laisser, à part de ton côté, François, si tu veux peut-être t'exprimer déjà sur le sujet. Non, mais tu peux faire une présentation générale, puis Ouais. après je vais donner quelques petits éléments Ah, là-dessus. par contre, je sais pas si c'est Ouais, moi, mais je pense François, il je est, pense bas, que il est bas, ouais, ouais, le Il est tu un volume. peux petit lui peu monter bas. le volume, je pense. Ouais, ok, Ouais, bah. tu peux monter Attends, ouais, bien comme il faut, je pense. Ouais. je vais monter le volume, pas de Je souci. savais pas si c'était mon casque ou pas, mais je pense qu'il est bas du coup, Oh, vu ok. de Tu peux, l'action du cas. tu peux en reparler rapidement, François, pour voir? Ouais, on entend bien là, c'est bon. Ouais, Ah, tu peux nickel. encore monter. Bah, j'ai monté au Ouais. max. Là, c'est bon. Là, on est Ah bien. ouais? Ok, Non, ça va le faire, pas de souci. ok. Moi, je suis loin, alors je vais monter moi Non, peut-être. ça va aller. Alors, du coup, donc saison dernière, donc des Hawks. Donc bon, résultat à l'équilibre. Hein, on est donc sur du 41-41, donc qui termine donc huitième. Huitième de la conférence avec un passage donc au play-in. En termes de, on va dire, de performance collective, on a un très bon offensive rating, hein, et septième de la ligue, hein, notamment mené par un très bon duo, Trae Young et Dejounte Murray, hein, Dejounte Murray qui aura été quand même très attendu la saison dernière au vu de son arrivée. Bon, il y aura eu du coup en fin de saison quelques mouvements, mais on arrivera du coup pendant l'été avec tout ce qui s'est passé. Bon, malheureusement, bon, ça perd au premier tour, on va dire défaite plutôt logique, malgré que honorable, hein, pour le coup, Oui. face aux Celtics, hein, donc ça se termine sur un 4-2. Très honnêtement, moi je me rappelle de cette série, je crois quand on avait fait un peu le débrief du premier tour, Atlanta était au niveau pour le coup, était clairement au niveau. Alors je vais pas revenir un peu sur les dramas qu'il y a eu en début de saison dernière suite à la preview qu'on a eue, et d'ailleurs c'est pour ça aussi qu'on te remercie François d'avoir accepté l'invitation. C'est que, alors saison vraiment, moi je pense en demi-teinte, parce que il y en avait qui avaient quand même des attentes. Bon, pour moi, c'était plutôt cohérent. Moi, je les voyais pas forcément plus haut que ça. Mais par contre, j'ai été très agréablement surpris du premier tour, où là, on a vu, je pense, quand même un autre visage des Hawks face aux Celtics. Et les Celtics ont été vachement mis en difficulté, justement, sur ce premier tour, même s'ils gagnent que 4-2. Mais le résultat, pour moi, ne reflète clairement pas le niveau qui a été proposé à la fois par Boston, qui pour moi a clairement sous-performé, ou en tout cas s'est retrouvé, on va dire, un peu piégé, alors qu'à côté on avait justement les Hawks qui ont montré pour moi un tout autre visage. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien avoir un peu ta vision justement sur cette saison passée, François. Bah, déjà, est-ce que le niveau ça va? J'essaie de parler un petit peu plus Très fort. bien, okay. T'inquiète. La saison dernière, elle est très frustrante, déjà. Parce qu'on commence la saison avec Macmillan et que c'est vrai. Moi personnellement j'étais pour changer de coach directement l'année dernière. Après je suis un petit peu content qu'on ait eu Quinn Snyder quand même au final, et la saison commence assez bien parce qu'on a un calendrier simple, et ensuite en fait on s'inscrit dans le ventre mou. D'un point de vue du jeu, c'est très frustrant parce que il va créer des systèmes. Il met en place des systèmes. Hein. Vraiment, début de saison, on voit des trucs, notamment pour AJ Griffin. Très rapidement, il lui fait des espèces de curl cut pour lui et pour Justin Holiday. Et, bon, ça pour le coup, c'est une ignominie. Il nous faisait des immenses bricasses à 3 points en sortie d'écran, on en avait marre. Mais honnêtement, moi qui critiquais Nate McKinnon assez souvent parce qu'il n'y avait rien, là il y avait des trucs. Mais c'est pas parce qu'il y a des trucs que c'est bien. Du coup, la saison a été frustrante et on est finalement libéré au niveau du All-Star Break avec un changement avec Quinn Snyder. Ouais. Mais en fait, tu changes ton coach, mais ça sauve pas ta saison parce que il arrive à un All-Star Break où en fait il a le temps de rien mettre en place. Il joue 2 mois et en plus on est en train de avec lui on réalise ce qu'on appelait la mid streak. C'est en gros 2 mois, une 34 matchs je crois de suite, où on enchaînait victoires et défaites, et on n'était jamais à plus de une victoire ou une défaite de l'équilibre.
Et enfin, c'était immonde. C'était immonde. Non, pas immonde. Dans le jeu, ça allait parce que début de saison, on faisait beaucoup de mi-distance. Snyder, il a remis un petit peu en place tout ce qui est contre-attaque et 3 points. Mais très frustrant cette fin de régulière. Et au final, oui, il y a eu ces playoffs qui, honnêtement, ont marqué pas mal d'espoir. Ouais. Déjà parce que Quinn Snyder s'est pas mal adapté. C'est très vite adapté déjà au groupe et aussi à la match-up. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 matchs à Boston qui étaient très compliqués, où Trae Young a sous-performé. Puis après, lui et Snyder, ils ont trouvé ensemble une manière... En fait, Boston ne pouvait pas défendre dessus. Il switchait énormément. Et du coup, en fait, Trae Young, il y avait Capella et Okongwu qui lui posaient des écrans très très hauts. Horford, il était totalement exposé. Et vraiment, on a énormément joué là-dessus. Donc... Voilà, je suis d'accord. La série, peut-être que voilà, un 4-3 aurait plus rendu hommage à la série, mais même 4-2, en vrai, ça reste sympa. Pour nous, en fait, c'était la pire match-up possible en playoff. Parce que les Bucks, on avait les mecs à mettre dessus, on a toujours les mecs à mettre dessus. Et en plus, ils nous avaient bien réussi en régulière. Bon, après, c'est autre chose les playoffs, mais... Et Boston, le fait qu'ils aient des ailiers chiants et que nous, défensivement... on va parler un petit peu de défense, je pense, à un moment. Voilà, c'était vraiment une match-up compliquée pour nous. Et honnêtement, cette série a quand même montré quelques espoirs vis-à-vis de Snyder, dont on va peut-être parler vis-à-vis de cet été et vis-à-vis de la saison à venir. Ouais, tout à fait. Je pense qu'on va pouvoir peut-être aborder le sujet. Toi, de ton côté, Loris, t'as peut-être quelque chose à ajouter avant de passer sur les mouvements ? Pas grand-chose de mon côté, si ce n'est que, comme vous l'avez dit, au niveau des playoffs, d'énormes motifs d'espoir. Alors, c'était pas Kata initialement, parce que tu fais play-in, play-off. Mais les 2 games pris contre Boston qui... alors avec les Bucks, c'était les 2 équipes les plus fortes même sans compter Philadelphie, à prendre en play-off, tu les prends. Tu fais 4-2, tu ne prends aucune valise sur tous les matchs. Tu as pour moi ce que j'annonçais déjà avant le début de saison, malgré que je les mettais pas plus haut. Et moi aussi dans le play-in, mais pour moi le duo, le backcourt, Trae Young, Dejounte Murray, c'est ultra complémentaire et ça pourra faire de très belles choses. Et ça a confirmé mon ressenti parce que les 2 ensemble, c'est plaisir, très sincèrement. Et ils ont montré que même en play-off, ils pouvaient faire de super choses. Donc moi beaucoup de belles choses sur cette série malgré comme l'a dit François, le 4-3 n'aurait pas été immérité, surtout que Boston a eu besoin de se sortir un peu les doigts d'entrée de jeu et je pense que c'est ce qui leur a fait du bien aussi de tomber contre les Hawks qui étaient plus que déterminés et surtout beaucoup d'attentes sur cette saison, surtout pour Quinn Snyder parce que comme l'a dit aussi François, t'as pas trop le temps de mettre des choses en place au vu de quoi, il y a une vingtaine de matchs, il a dû faire 25 matchs max. Ouais. Donc c'est un peu compliqué et il y a eu quelques petits mouvements en plus à la deadline, on l'a pas dit, notamment en cours de saison avec l'arrivée de Saddiq Bey. Donc Saddiq Bey c'est bonheur aussi, ça c'est des petits chouchous que j'aime bien, tu vois, des joueurs comme ça qui a pas trop eu l'occasion de se montrer, qui en playoff du coup s'est retrouvé un peu au front aussi comme il a pu, donc là avec une vraie summer camp avec une vraie prépa, bon là je fais la transition du coup, mais j'attends beaucoup de ce backcourt et de ce gars-là et de Quinn Snyder, donc franchement des bons motifs d'espoir sur la saison à venir. Ouais, non, clairement pour le coup, t'as fait la transition parfaite, j'en ai profité. Donc Quinn Snyder, c'est vrai que ça reste quand même c'est le maître d'orchestre et pour le coup, c'est vrai qu'il apporte une vraie évolution du côté d'Atlanta. En tout cas, même ne serait-ce que, même on va dire, celui qui ne maîtrise pas forcément tous les aspects vraiment basket purement, en fait, que tu vois une différence, tu vois le changement, l'évolution entre Macmillan et Quinn Snyder, juste d'un aspect vraiment visuel, sans forcément avoir à aller vraiment dans le technique, dans l'analytique, etc. Tu vois clairement qu'il y a un changement, même ne serait-ce que sur le body language en fait des joueurs. Parce que c'est vrai que sous Macmillan, ça tirait. C'était en effet peut-être la demi-saison de trop. Alors je sais plus si sur la preview qu'on avait fait l'année dernière, j'étais pas dessus. Si on n'avait pas dit, c'est peut-être pas peut-être le temps justement de voir autre chose que Macmillan. Bon, vaut mieux tard que jamais pour le coup. Et c'est vrai que sur la deuxième partie de saison, ça s'est très bien vu du côté d'Atlanta. Donc je pense qu'en effet, la suite peut être vraiment intéressante.
avec notamment, alors pareil, moi je suis désolé, je suis très content pour vous, pour le coup, je suis très content pour les Hawks, vous vous êtes enfin débarrassé de John Collins. Bordel de merde. Pour moi, il était temps. C'est vrai que alors, je n'ai pas de haine particulière contre ce joueur, mais j'ai toujours trouvé que... Cependant, j'ai toujours trouvé... Moi, je sais ce qu'il en pense. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il était extrêmement surcoté et en fait, c'est le joueur qui ne vivait... Alors, peut-être que je fais une caricature, mais qui n'arrivait à vivre que grâce au pick and roll. Au pick and roll ou au pick and pop. Donc on va voir maintenant ce que ça va donner du côté de chez les Mormons là-bas. Mais moi je pense que c'est clairement une bénédiction pour vous qui soit parti, sachant que bon, il y a quand même eu des arrivées. Alors je sais pas comment caractériser vraiment, comment qualifier l'intersaison des Hawks. Peut-être un petit peu timide, peut-être. Ouais, il y a... c'est une intersaison dans la continuité. Ouais. Alors, juste pour revenir un petit peu sur ce que tu as dit sur John Collins, pour moi, c'est positif pour les deux de se séparer, parce que on était arrivé en fin de cycle avec lui. Il avait besoin de partir. Après, moi, je suis pas content qu'il parte, dans le sens où... défensivement, durant sa saison sophomore et troisième année, ça parlait de surcode vis-à-vis de sa défense, j'étais d'accord. Et en fait, plus son rôle offensif de pick and roll a reculé avec les arrivées successives de Capella, puis là de Dejounte Murray, parce qu'il y a vraiment une évolution de l'attaque. Ouais. Ce qui fait qu'offensivement, il pouvait plus exister. Et qu'en plus... à la base, il shootait bien de loin parce qu'il avait ses spots qui étaient plus dans l'axe. Et là, il s'est retrouvé dans un corner. Et en plus, il a sur sa main de shoot encore un problème au doigt. Il joue sous strap. Son doigt, il est dégueulasse. Il n'est pas droit vis-à-vis des autres. Enfin bref. Du coup, en fait, il a plein de problèmes qui s'accumulent. Défensivement, il a quand même pas à le progresser. Et du coup, on perd quand même un joueur de valeur d'un point de vue sportif. Mais je pense que ce qu'on perd le plus, c'est aussi un leader vocal. C'est-à-dire que le mec, ça fait 5 ans qu'il est dans des rumeurs de trade, ça fait, il est remis en question à chaque fois. Hop, il y a l'arrivée de Capella qui marche un petit peu sur ses plates-bandes, du coup, il va plus loin. Hop, il y a l'arrivée de Dejounte Murray, du coup, il est carrément plus dans les projets offensifs. Parce qu'avant, Trae Young faisait une alternance de pick and roll entre les deux. Là, maintenant, la chose qu'il faut alterner, c'est qui entre Trae Young et Dejounte à la balle. Donc, en fait, il recule totalement petit à petit sur son rôle offensif. Et malgré tout, quand tu regardes les retours qu'on avait dans le vestiaire encore cette saison, le mec il était saoulé, le mec à ce qui paraît il est en bisbille avec tout le monde. On n'avait que des retours positifs. Dès qu'il y avait un problème sur le terrain, c'est pas Capella qui va aller défendre Trae Young, tu vois, c'est notre John Collins. C'était les couilles et la gueule de l'équipe. Et là-dessus, c'est un départ qui, on peut dire, ouvre un spot à Dejounte Murray, mais en tout cas crée un vide. Faut voir qui va être là pour le remplir. C'est ce que j'ai demandé. Tu penses que... Alors c'est un peu tôt pour se prononcer, mais tu penses que ça pourra vraiment manquer dans l'extra basket, entre guillemets, un mec comme ça qui prend la parole, qui va te défendre, tous tes gars qui sont un peu en deçà, qui passent à côté sur des matchs, etc. Tu penses qu'il y a quelqu'un qui va prendre le relais, ou justement ça risque de manquer à des moments un peu clés de la saison? Tu sais, t'as toujours une période où tu perds 2-3 matchs d'affilée contre des équipes un peu de merde, genre Orlando au hasard. Et du coup, c'est un peu compliqué, tu vois. Tu penses que ça peut manquer à ce niveau-là? Je pense pas. Okay. C'est une bonne question. Pour moi, il y a 3 facteurs. Déjà, Dejounte Murray, qui, dès qu'il est arrivé, est devenu un peu le capitaine de l'équipe. D'un point de vue médiatique, d'un point de vue sur le terrain, et aussi il a été très proche des jeunes. Edgy Griffin, il a été très proche direct, et il a tout de suite été mettre en avant nos jeunes dès qu'il pouvait. Du coup, là-dessus, je pense que d'un point de vue joueur sur le terrain, il va y avoir ça. Même poste pour poste, je trouve que Jalen Johnson, c'est aussi un mec qui a une sacrée personnalité. Beaucoup plus qu'Okongwu, beaucoup plus qu'Edgy Griffin, vis-à-vis de nos autres jeunes. Vraiment, c'est un mec qui peut peut-être pas pousser une gueulante, mais si Trae Young il a un problème sur le terrain, tu vois, c'est le mec qui il a eu des red flags d'ailleurs à Duke avec son comportement, mais plus qu'il y a un red flag, il y a une personnalité, il y a une personnalité à mettre en avant, quoi. Et enfin, le dernier truc, alors au-delà du fait, comme dit Sport Mediamat, qu'on va avoir... alors, il cite pas... j'allais venir, mais aussi Wes Matthews qui sont des vets.
En fait, quand j'ai échangé avec les mecs de Utah Jazz France et les deux cons qui parlent du jazz, ils disaient de Quinn Snyder et de ce qu'ils en pensaient. En fait, vis-à-vis de la gestion du leadership, le leader, t'as pas besoin d'avoir un leader avec lui. T'as besoin d'avoir des vets qui encadrent et de relais sur le terrain, qui peut être des Jeunes Murray, mais en fait, le leader, c'est ton coach avec lui. Genre, c'est vrai, et je suis d'accord. Enfin, j'ai eu Nate McMillan pendant 3 ans. Le mec, il fronce les sourcils, il fait l'amour, il croise les bras, tu vois, en bord de terrain. Snyder, c'est lui qui avait ton energizer. T'as pas besoin d'avoir T'as besoin d'avoir de leader technique, mais pas de leader vocal avec lui nécessairement. Donc je pense que c'est avec ces 3 trucs, Dejounte qui va continuer à être le capitaine du vestiaire, Quinn Snyder qui va pousser la gueulante, et Jalen Johnson qui peut affirmer sa personnalité. Ah, c'est vrai que pour le coup, je pense que ça va leur changer les soufflantes de Snyder par rapport à j'ai hâte. Je te rejoins complètement. C'est vrai que tu vas avoir une claire différence entre un McMillan qui était, on va dire, sur un coaching très introverti pour le coup, où tu le voyais pas énormément s'exprimer. C'est vrai que c'est quelque chose moi que j'apprécie beaucoup chez Quinn Snyder, et on l'a vu avec Utah. Si le gars, même un peu dans école Popovich pour le coup, c'est s'il y a besoin d'avoir un électrochoc et qu'il a besoin de se prendre une technique pour booster ses joueurs, il va le faire. C'est être le gars qui sera capable de gueuler sur les arbitres pour donner un électrochoc. Et je pense que c'est justement un peu ce caractère justement, cette pointe de caractère qui manque peut-être à Atlanta et que McMillan n'avait pas forcément. Et puis après derrière, on va être honnête, Quinn Snyder, c'est des années-lumière techniquement parlant vis-à-vis de McMillan. Donc ça peut être que bénéfique pour vous, pour le coup. Et c'est là où, alors, en effet, c'était timide, mais ça reste aussi des recrutements, on va dire, judicieux, parce que voilà, Patty Mills qui est capable en effet de très bien gérer ballon en main, qui est capable aussi de sanctionner de très loin. À côté, donc, on a toujours Bogdanovic qui sera là pour artiller. Le fait d'avoir Wes Matthews, alors bon, même si c'est le cadavre de Wes Matthews, mais ça reste toujours un leader, un vétéran qui va apporter quand même de l'expérience, qui sait ce que c'est aussi d'aller au bout. Donc non, c'est... Voilà, à voir. Après, je pense que de toute façon, en courant de saison, ça va bouger. Donc il va peut-être y avoir des mouvements pour chercher à se renforcer. Sachant que moi de mon côté personnellement, on arrivera après sur le sujet, mais moi je les vois quand même plutôt haut. On en a déjà commencé un petit peu à en parler hier soir, notamment avec Loris. Atlanta, moi je les vois quand même assez haut sur la saison à venir. Sur les Cavs, oui, on a abordé le sujet, ouais. Ouais, exactement. Donc, en tout cas, des Cavs, oui, on a abordé le sujet, effectivement. Je pense que c'est les prémices, en effet, d'un recrutement, en tout cas d'un de transfert, en tout cas de mouvement qui vont peut-être s'arrêter que d'ici la trade deadline. Voire même l'an prochain. Ouais. Parce que, je sais pas quelle est la grosse question qui va se poser, mais il y a quand même 2 cas qu'il faut aborder quand on parle des Hawks, c'est Hunter et Capella. Oui. Où la concurrence pousse un peu des... C'était dans mes frères boulettes, c'est Capella. On va le garder pour ça, tu vois, pour pas faire de digression, mais c'est des profils qui, avant la deadline ou à l'été prochain, à tout moment, ils sont plus là, quoi. Et d'ailleurs, je balance ma petite take au passage. Vas-y. Dans moins de 12 mois, Capella n'est plus là. Enfin, pour moi, il n'y a aucun monde où Capella continue, quoi. Désolé. Désolé, j'ai le script. Merde. Non, écoutez, ce que je vous propose, c'est que on va aborder, parce qu'on en a déjà plus ou moins discuté, quand même du sujet, on va dire, de la grosse question pour le coup, parce que c'est venu naturellement, sans forcément dévier. Hop là, je vais faire la transition. La grosse question, c'était, plus de John Collins est égal plus de problèmes. Je sais pas si c'est lui qui représente les problèmes. Je pense que les problèmes qu'on a eu la saison précédente, c'est McMillan. Ouais. Et c'est quand Quinn Snyder est arrivé, le fait qu'il avait pas le temps de bosser. Et je pense que même si on gardait John Collins, après d'un point de vue du vestiaire, c'est peut-être bien aussi qu'il parte, parce que même si pour moi c'est un bon gars, tu sais, il y a l'atome crochu qui a un petit peu disparu et il fallait se séparer. Ouais. Mais je pense que vraiment le plus gros problème qu'on avait, c'était le coaching, et au-delà juste de la tactique. Les mecs, quand ils étaient avec McMillan, ils disaient en fait,
on sait pas ce que tu veux, frère. Il poussait des gueulantes. Tu voyais Trey et Dejounte qui comprenaient pas, quoi. Ouais. Mais alors, du coup, concernant Capella, pour revenir justement sur son sujet, est-ce que c'est pas justement... Alors, après avoir les ambitions justement d'Atlanta en termes de recrutement à l'intérieur, mais est-ce que déjà sur cette saison, c'est pas, allez, plus ou moins quand même un pivot qui est sur lequel Quinn Snyder va quand même pouvoir se faire plaisir parce que, pareil, le rappel avec Utah, bon, alors je vais pas comparer non plus Capella à Rudy Gobert, loin de là, mais ça reste quand même quelqu'un qui est capable de bien flasher comme Gobert a été capable de faire à Utah. Est-ce que, en effet, sur du jeu rapide aussi, c'est là où, comme tu le disais tout à l'heure, François, Quinn Snyder était capable d'apporter justement cette impulsion où faut faire cavaler. Capella sait très bien le faire, hein, il l'a très bien fait même à l'époque à Houston. Est-ce que justement, c'est pas un sur lequel, bon, il commence à vieillir aussi, mais sur lequel on peut aussi un peu se reposer? Bah alors, pour le coup, ta comparaison avec Gobert, je fais juste une aparté là-dessus. Pour moi, elle est très cohérente dans le profil. On va pas parler de la qualité. Oui, bien sûr. Mais très clairement, Capella, nous, fin de saison 2020-2021, quand on est bon en playoff, en fait, on fait une défense Utah, c'est-à-dire tes extérieurs qui serrent au cercle et qui serrent au large, qui acceptent de se faire passer à l'épaule parce qu'ils orientent le jeu vers le pivot qui va défendre la peinture. C'est ce que faisait Utah, c'est ce que nous on faisait quand McMillan voulait encore coacher l'équipe. Et ça marchait bien. Et honnêtement, si Quinn Snyder veut refaire son setup défensif de la même manière, Capella sait le faire, Capella va le faire. Est-ce qu'il est aussi bon? Je pense pas. Il est pas aussi long. Je pense par contre que c'est un mec qui pose qui est meilleur en rôle parce qu'il est plus mobile. Donc il y a des trucs à voir. En plus, t'as Trae Young. Après, je pense que la clé n'est pas tant Capella qu'au Congo là-dessus. Parce que même si Capella, lui, c'est un petit peu le copycat de Rudy Gobert, il a aussi les mêmes problèmes. C'est-à-dire que quand tu vas le faire switcher en playoff, en fait, il va se faire cook. Absolument, il va se faire cook. Quand il a des problèmes de main, de finition, cercle aussi. Et au Congo, pour moi, il apporte un truc en plus. Au-delà de son shoot, parce que le shoot, on va peut-être en parler vite fait, il se met à shooter à 3 points, ça rentre. Sur cette pré-saison, il a travaillé dessus, c'est intéressant. C'est un mec quand même qui est certes plus petit, mais qui a des qualités athlétiques et une envergure amplement supérieure à Capella, qui est déjà un pivot undersize. Et surtout, il est meilleur au large, et il a des meilleures mains. Et vraiment, pour moi, c'est lui qui peut représenter cette espèce d'encre défensive, mais avec justement un profil bien plus polyvalent, qui va gommer un petit peu les problèmes défensifs qu'avait Utah, enfin qu'avait le Utah de Snyder, tu vois. Je vois. Mais alors, justement, dans ce cas, parce que bon, on a quand même pas mal de questions vis-à-vis de l'intérieur, c'est vrai qu'on n'a pas trop abordé pour le moment ce sujet Trae Young. Alors, pour moi, c'est une saison... Bon, c'est vrai que c'est une saison où moi, j'attendais beaucoup plus le concernant. Comment est-ce qu'on le voit? Enfin, c'est vrai que j'ai un peu de mal parce que c'est vrai que sur son sujet, parce que c'est... Alors, voilà, concernant le joueur, j'ai pas grand-chose à dire. Justement, j'avais même été le premier à dire, c'est quelqu'un qui a musclé son jeu, tu sais, qui est, par rapport à son année rookie, même ses 2 premières années, où il aimait quand même beaucoup exploser au moindre contact. Alors malheureusement, j'ai un peu retrouvé ça, enfin j'ai l'impression d'avoir retrouvé ça un peu l'année dernière. Alors est-ce que c'était un peu un échappatoire du fait que peut-être qu'il avait un peu plus de mal, hein, ça peut arriver aussi. Enfin, il y a ça, il y a aussi l'adaptation avec Dejounte Murray, hein, ça reste pas rien non plus, sachant que c'est quasiment le même poste. Enfin, comment toi tu le vois là sur cette saison, François, concernant Passer ou à venir juste la saison à venir, pardon. À venir. Je vais peut-être construire mon argumentaire en me basant sur la saison passée. Ouais. La saison passée, l'été dernier, là on l'a appris cet été dans un podcast. En fait, il avait énormément travaillé son mid-range, bien plus que les autres saisons. D'accord. Déjà qu'il commençait un petit peu à en prendre en 2021-2022.
Et bah là, en 2022-2023, il a vraiment bossé. Son objectif, c'était d'avoir un peu son Chris Paul move. C'est-à-dire, tu prends ton écran, puis ensuite, tu dégaines sur n'importe qui, tu vois, il voulait avoir ses spots. Ouais. Et en fait, entre ça et l'arrivée de Dejounte Murray, on s'est retrouvé à être une chiasse offensivement. On prenait des mi-distances. Même Hunter, le mec, tu sais pas, il se prenait pour Kawhi. Hein. On dégainait à mi-distance dans tous les coins. Pendant longtemps, on était deuxième, la deuxième équipe qui prenait le moins de 3 points derrière les Bulls, parce que les Bulls sont injouables là-dessus. Donc c'était chiant. Et là, et là, cet été, alors juste pour venir sur la saison, défensivement, par contre, il a aussi musclé son jeu. Oui, ça c'est vrai. Parce que Trae Young, c'était un peu les portes de saloon. Là, il a découvert plusieurs trucs. Déjà qu'il pouvait prendre le contact sur les petits, qu'avant il avait peur, et que sur les gros, en fait, il peut bump avec sa poitrine, puis ensuite jouer l'interception, ce qui faisait pas mal, surtout quand il y a des mismatchs de free and D. Il y a ton free and D qui a pas trop de handle, qui essaye de prendre la mismatch en lui drivant sur la gueule. Trae Young prend le contact et lui chip la balle. Il a fait ça plusieurs fois. Et maintenant, défensivement, on connaît les limites, mais il y a un développement. Bah, là, il se cache moins, ouais. Ouais, là, moi, ce que j'attends, mais on continue à le cacher, on continue à le compenser, on ne fait pas défendre les meilleurs joueurs, on est sur des friendly, mais du coup, sur les friendly, il a trouvé sa manière de défendre, tu vois. On continue à le compenser avec une défense intérieure, avec beaucoup d'aide dans la raquette, mais ça reste correct, quoi. Enfin, c'est en train, on va dire, de devenir correct défensivement, et les problèmes défensifs sont un peu partout et nulle part chez nous, en fait. Alors, c'est plus une question de concentration, j'ai l'impression. Ouais. Et du coup, alors, question qui peut paraître bête concernant Trae Young, connaissant sa très grosse qualité justement à pouvoir shooter à très longue distance. Alors, en plus, s'il joue de plus en plus, et en tout cas qu'il travaille son jeu mi-distance, c'est même encore mieux. Est-ce que vu que Dejounte Murray est quelqu'un qui est capable en effet de monter beaucoup très bien en tout cas le ballon, et qui en plus va prendre aussi de la place sur du jeu mid-range, parce qu'on sait que c'est quand même sa spécialité, notamment les tirs en tête de raquette, est-ce que l'axe sur lequel peut-être devrait, alors je vais pas dire travailler, parce que je pense qu'il est très bon dans ça, et il est bon même dans ça, mais est-ce qu'il devrait pas forcer un peu plus sur du jeu off-ball, Trae Young, et peut-être laisser un peu plus le ballon en main à Dejounte Murray? Bah, c'est ce qu'on voit sur cette pré-saison, c'est ce qu'il a travaillé. Ça fait 3 ans qu'on nous dit qu'il travaille sur un jeu off-ball. Là, la différence, c'est qu'il y a Quinn Snyder qui est aux manettes. Du coup, on le voit en match sur cette pré-saison, en tout cas. Du coup, oui, là, ce qu'il a travaillé cet été, c'est son jeu off-ball, c'est son shoot à 3 points. Surtout, il a pris beaucoup de 3 points. Ça aussi, on l'a pris dans son podcast. Donc, ouais, il va dégainer, ouais, il va être moins balle en main. En fait, on s'est rendu compte d'un truc dans cette pré-saison, c'est qu'il y a un truc qui est très sous-coté vis-à-vis de Trae Young, je trouve, c'est sa vitesse et sa gestion du rythme, balle en main. Il a des changements de rythme démoniaques, honnêtement. Et quand t'es pas balle en main, et que t'es aussi rapide, et que tu reçois la balle en pleine course, en fait, ton défenseur, il est loin derrière. En plus, Stephen Curry, quoi. En plus, il a un premier pas qui est insupportable, tellement qu'il est rapide. Bien sûr. Et puis il est petit, du coup, te mettre devant, en fait, le mec, il peut se faufiler. Donc ouais, off-ball, c'est une vraie arme. Il l'a travaillé, on l'a vu sur cette pré-saison. Et ça passe par 2 trucs. Déjà par Dejounte Murray qui pourrait se retrouver un peu plus balle en main, même si on l'a pas trop vu là, honnêtement, la pré-saison des Dejounte Murray. J'attends de voir un petit peu le rôle que va lui tailler Quinn Snyder, mais c'est beaucoup de catch and shoot à 3 points, un peu moins de mi-distance, même si on a toujours des cuts, de la finition cercle, etc. Un peu de gestion offensive, mais j'avoue que c'est... En fait, vu qu'on est passé de Macmillan, on va dire de Macmillan, je vais pas parler de Lloyd Pierce, mais on est passé de Macmillan qui laissait beaucoup la balle aux mains à nos créateurs, qui faisaient juste en sorte de mettre en place les écrans pour qu'ils gèrent le jeu eux-mêmes. Là, en fait, il y a beaucoup plus de jeux off-ball. Et du coup, je sais pas trop où on est Dejounte. Mais en tout cas, ce qu'on a vu, c'est que Jalen Johnson... Qu'il a montré sur les playoffs, franchement...
Ah mais enfin depuis l'arrivée de Quinn Snyder déjà il a révolutionné le joueur. Il lui a donné la carte blanche en transition. C'est-à-dire tu cours, tu prends le rebond, tu cours. Un mec prend le rebond, on te fait la passe, c'est toi qui gères parce que physiquement Ben Simmons, LeBron, tu vois c'est un peu le même type de catégorie dans le sens où il a le handle pour tenir la balle, il sait faire la passe. Et athlétiquement, sa gestuelle, c'est LeBron quand il monte au dunk. Ça, c'est un truc qui m'a toujours impressionné. C'est incroyable, le frère. Après, on l'a vu du coup évoluer balle en main en transition, mais aussi sur jeu placé. C'est-à-dire qu'il va avoir un petit peu. Je crois qu'il a dû s'inspirer de Draymond Green, tu vois. Mais de l'utilisation de Draymond Green et de Steph Curry, justement. Mais tu le vois en tête de raquette, au large. Être balle en main, faire vivre la gonfle pendant que Trae Young se déplace et qu'il lui fait la petite passe. Pareil, quand il pose le pick and roll, il va pas forcément courir au cercle, il va faire du short roll et décaler pour faire sa passe au mec dans le corner ou même au ball handler, tu vois, le pick and roll ball handler il prend l'écran, il lui fait la passe. Jalen Johnson fait son short roll et ressort sur le mec qui vient de lui faire la passe. Enfin, il y a des options de dingue avec ça. Et pour moi, justement, l'utilisation offensive de Trae Young va passer sur le fait que tu vas trouver d'autres personnes que lui pour tenir la balle. Et forcément, tu as des joueurs de Temeray. Mais Jalen Johnson, c'est le mec, quoi. Ouais, à surveiller. C'est vrai que c'est un profil qui est intéressant, donc à voir ce que ça va donner pour la saison à venir. Mais ouais, je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Concernant alors la suite, avant qu'on passe à la pyramide, est-ce que toi de ton côté, Loris, je crois que tu as certaines peut-être Fire Bullets à sortir avec notamment un certain Bogda. Bah écoute, c'était ma deuxième question, je vais d'abord passer à la première. Ils l'ont vu cette nuit, il n'y a que des questions blasphèmes évidemment ou pas, ça dépend de quel point de vue tu te places. Donc la première c'est, est-ce qu'il y aura 2 All-Stars cette année au Hawks ? Ça dépend des résultats collectifs, je pense surtout. Parce que en vrai, Dejounte aurait pu l'être, même s'il n'avait pas la meilleure ligne de stats. Mais si l'équipe gagne, pourquoi pas. Je parie sur un déjà, parce que Trae Young l'est pas chaque année. Ouais. Mais déjà un, ça m'irait, tu vois. Ok. Du coup, ça va rejoindre ma prochaine question, ça rejoint ce que disait Sport Mediamat. T'as du monde sur le banc, Bogda, Patty Mills, etc. Mais qui est le leader de la seconde unité ? Tu parles de leader ? Genre l'option 1 si tu prends tous les remplaçants. Enfin, quand tu fais jouer le banc, qui est ton option 1. Alors, pour moi, le mec qui va mettre le plus de points, c'est Boggy, mais le mec qui va être l'option 1 parce que le jeu va se créer autour de lui, c'est Jalen Johnson. Ok. Alors juste, je fais une toute. Alors oui, vas-y, je ferai mon aparté. C'est Jalen Johnson. Jalen Johnson, ça va donner quoi cette saison ? C'était ça la question. Jalen Johnson, putain, c'est une grosse inconnue. C'est une très grosse inconnue. Ça peut être lui le deuxième All-Star Atlanta, comme ça peut être un flop. La take. Mais enfin. Ah non, mais j'aime bien. Ce qu'on voit de sa part, c'est super impressionnant. Après, je sais pas si t'as une question sur des intérieurs ou pas, sur notre rotation intérieure. Ouais. J'ai Capella, fera-t-il toute la saison ? S'il fait toute la saison, il commence pas la prochaine. Mais en fait, ok. Du coup, c'est maintenant que je drop ma petite analyse là-dessus. On a 2 options, on va dire, de front courte. Enfin de trucs à l'intérieur. Saddiq Bey a montré des super trucs parce qu'il y a du shoot, il y a du hustle, il y a de la finition au cercle avec contact et c'est trop bien. Qui se marie bien avec Capella qui lui a pas du tout de shoot. Tu vois, tu mets un sniper à côté d'un mec qui peut pas trop sniper. Et justement de l'autre côté, enfin qui peut pas trop sniper, s'il prend un tir à plus de 2 mètres du cercle, je suis en PLS. Et de l'autre côté, t'as notre deuxième option de combo intérieur, qui est Jalen Johnson, qui a beaucoup moins de tirs que Saddiq Bey, mais Okongwu qui commence à stretch. Et les deux, ça court en transition. Et en fait, c'est un peu une raquette différente, tu vois. Et pour moi, c'est soit l'un, soit l'autre. Ouais. C'est-à-dire que peut pas forcément y avoir Jalen Johnson et Okongwu et Capella. Et Bey et Okongwu, ça peut fonctionner, mais je pense que c'est moins fort. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Et justement, si Jalen Johnson et Okongwu deviennent assez forts les deux,
c'est peut-être eux que tu as envie de mettre en titulaire, et du coup Capella dans ce cas-là se barre. Et limite le départ j'ai l'impression que le départ de Capella a plus de chances d'arriver en cours de saison le truc qui va le plus caractériser si Capella se barre avant la deadline ou pas, c'est à quel point Jalen Johnson devient fort, et s'il devient assez fort pour imposer justement cette deuxième option avec Okongwu, qui fait que forcément tu changes de titulaire au pivot, et du coup avec la hiérarchie, hein, tu peux pas mettre Capella sur le banc, quoi. T'es obligé de le trader. Ouais, je vois. La seconde option, le Jalen Johnson Okongwu, franchement, ça fait vraiment saliver, je trouve. Puis en plus, du coup, ce qui est pas mal avec ça aussi, c'est que ça te permet peut-être du coup d'avoir peut-être un Saddiq Bey peut-être en 6e homme aussi. Il y avait des rotations un petit peu comme ça aussi à un moment, donc ou en poste franchement, titulaire suivant la match-up, c'est ça. Mais franchement, vu ce qu'a prouvé Jalen Johnson, juste, on a envie d'en voir plus forcément, mais franchement, je me souviens avoir été le premier, mais en mode ok, d'accord, c'est pas ok, c'est une pépite et tu sens que c'est encore brut, mais tu sens qu'il y a déjà un vrai plancher et que tu sais pas où est trop encore le plafond. Et franchement, le fit en plus est parfait dans cette équipe des Hawks. Donc ça va être vraiment intéressant de voir ça sur le début de saison justement. Je suis d'accord. Et c'est aussi pour ça que je dis que pour moi il passe pas un an, c'est parce que un peu importe ce qui se passe, en fait, l'an prochain t'es obligé de payer au Congo. Et donc déjà tu devras le payer parce qu'il est en dernière année de contrat comme Saddiq Bey. Et j'ai l'impression que tu voudras faire forcément le pari, et du coup t'es obligé de changer ça et que Capella se barre, quoi. Ouais. Ok. Autre chose, non, Loris? J'en ai deux. La dernière, ce sera sur le. Tu pourras envoyer la pyramide. Ouais, ça marche. Mais la dernière, du coup, c'est le projet Hunter. C'est quoi la suite? Je pense qu'il n'y a plus trop de projets. Je pense que. Alors, il peut y avoir un petit projet, tu vois, c'est juste lui faire comprendre que c'est un friendly, qu'il arrête de prendre ses pull-ups à mi-distance, et que surtout il développe un petit peu de jeu off-ball. Déjà là, on a vu un truc durant la pré-saison, c'est qu'un peu le feu vert qu'avait Jalen Johnson pour prendre le rebond et courir, Hunter l'a un peu utilisé. Donc un peu eu le même, du coup ça peut être intéressant. Ouais, pour moi le projet, il a limite un pied dehors. Il faudra voir l'évolution de AJ Griffin, parce que lui il représente aussi un très gros potentiel. Et ouais, faudra voir son évolution à lui, même si sa pré-saison est pas ouf à AJ Griffin. Hunter, je pense qu'il est là parce qu'il est là et parce qu'il apporte de la défense. Je pense que le projet, le plafond est là, quoi. Il y est déjà. Ok. Et du coup, la dernière. Ok. Bah, du coup, la dernière, pyramide, top 4 cette année? Eh bah, écoute, on est en plein dessus. Là, on a la pyramide en face de nous. Possible, hein. Possible. Alors, je ne vois pas cette année, je ne vois pas glisser en dehors du play-in, quand même, faut pas abuser. Mais entre top 4 et top 8, j'ai l'impression qu'il y a un range là, où les équipes, c'est vachement fluide. Du coup, ouais, on pourrait avoir l'avantage du terrain si, entre guillemets, tout se passe bien. Après, on pourrait aussi très bien se contenter des places 5-6 qui nous permettraient d'éviter le play-in. En vrai, je pense que cette saison, à la fois, Atlanta est difficile à pronostiquer parce qu'il y a pas mal d'inconnus vis-à-vis de Snyder, mais en même temps, on peut être très enthousiaste, très optimiste, mais en même temps, en fait, j'ai l'impression que c'est tout l'Est qui est compliqué à classer. Que genre, le 8, là, que vous avez mis, je crois, 8ème, s'ils finissent 4ème, je suis pas surpris. Et si Philly finit 8ème non plus, je suis pas surpris vu l'instabilité qu'il y a. Bref, elle est compliquée à gérer cette saison, en plus nous d'être difficile à pronostiquer. Je pense qu'en effet, que le top 8, en tout cas, le top 8, les équipes, elles sont connues, mais par contre, en effet, c'est clairement l'ordre dans lequel ça va sortir qui va être intéressant à regarder en fait pendant cette année. Après, moi, très honnêtement, les Hawks, alors top 4, ça peut être très ambitieux, pourquoi pas. Moi, de mon côté, top 4, ça me dérangerait pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, c'est minimum top 6. Pour moi, ça passe pas par la case play-in, c'est certain.
Je dirais pas que c'est certain, mais ouais, j'aimerais bien. Par rapport aux équipes derrière, les probabilités sont fortes, je pense quand même. Je trouve quand même qu'il y a 2 équipes qui sont des sleepers là dans votre dans votre truc. Bah c'est les Pacers et le Magic. Hein. Let's go. Non mais c'est des sleepers. Pour moi, c'est difficile de mettre un plafond défini. Bon, déjà ils seront pas top 2, ça je peux te l'assurer, ou top 3. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être des équipes qui peuvent faire leur breakout season. Pareil, le Heat, ça peut finir 3ème s'ils sont sérieux, comme finir dans le play-in, parce que ils sont un peu laissés avoir, parce que quand t'as pas Butler et que ta rotation, c'est Augustin et Christian qui étaient dans la réserve de la SIG l'an dernier, bah, c'est compliqué. Mais pareil, les Bulls, ça peut glisser. La saison, honnêtement, l'Ouest est très très fort et même flippant. L'Est est tellement dur à pronostiquer. Ouais. Mais ouais, je nous mettrais dans cette espèce de rank avec Miami, Philly, New York. Je dirais que ça serait elles les équipes entre guillemets qui ont le plus de chances de finir entre 4 et 8. Ok. Donc le petit spot là 6 que vous avez laissé, moi il me va, il est cohérent. Et il est plutôt positif du coup, parce que tu passes quand même par rapport à l'année dernière, t'étais plutôt dans le rang d'en dessous, et là t'as quand même monté d'un rang. Bon, tu bénéficies en même temps de certaines incertitudes chez d'autres équipes, mais en vrai quand tu regardes autour ce qu'il y a, au final les Hawks, même si ça reste du coup une nouvelle page dans le projet, etc., et qu'il y a, comme tu l'as dit, beaucoup de flou encore sur cette équipe, bah c'est pas forcément celle où il y en a le plus quand même. T'as quand même des vraies certitudes quand même avec cette équipe qui se connaît et qui est déjà un peu rodée, quoi. Clairement. Ouais, faudra voir offensivement et défensivement quelle est la vraie qualité de cette équipe. Surtout défensivement peut-être, parce qu'offensivement je pense qu'on la connaît, mais... Offensivement, je pense que t'as Trae Young dans ton équipe, t'es au moins top 10 attaque et au moins top 20-30 défense, tu vois. Faudra voir si on peut briser un petit peu le côté défensif et qu'on peut un peu monter, mais... Voilà, il y a la patate de José Ramirez là dans le chat, il est dur. Hein. Des takes de zinzin. Ouais. Waouh. C'était lui qui faisait la preview avec vous l'an dernier. Exactement. Ça me rappelle des gens, tiens. Je te trouve dur aussi, la patate de José Ne te lance pas là-dedans, la patate de José Ramirez. Non, moi, je sais comment ça finit. Exactement. Tu seras obligé de faire une distraction. un rap. Il va falloir que je t'envoie un 90s free type beat boom bap, no copyright, t'inquiète. Je suis mort. Bon bah parfait. Bon, je pense que là, ce spot là, à se batailler entre Philadelphie et New York, je pense que c'est vraiment le range pour le coup. Je pense que, alors si c'est mieux, tant mieux. Je pense que ce serait que du bonus pour le coup. Mais je pense que là, c'est à sa place en tout cas. Mais qui va être tier 2 ? Mais qui va être dans le tier 2 ? On se demande bien. Tiens. What surprise. En vrai, Ben Simmons rédime hier, non ? Ah. Attends, non, mais putain, mais il crame toutes mes feuilles en boulettes, mais c'est quoi cette histoire ? Mais arrêtez. Mais enfin, j'ai bossé avant de dormir, moi, hier. Bon, bah, super. Bon, bah, écoute, il est 9h combien ? 9h33 ? Ah, bah, 9h33. Est-ce que je peux juste drop un petit mot de la fin ? Vas-y, fais-toi plaisir. On n'a pas trop parlé de nos rookies. Kobe Buffkin, c'est intéressant, même si je pense qu'avec notre Stagger et Patty Mills, il aura très peu de temps de jeu. Par contre, faites attention, les places dans le train Mohamed Gay partent comme des petits pains. Et si tu veux, tu veux un mec athlétique, il est là. Tu veux un mec qui a des moves, il est là. Techniquement, c'est trop propre. Et monter dans le train parce que ça va partir très très vite. C'est le type de joueur. Ça peut être un gros buzz comme partir très très fort. Voilà. Ok. Écoute, c'est à noter pour le coup. Donc si vous avez pas encore votre ticket, écoutez, c'est l'heure de le prendre. Il n'est pas encore parti. Et parfait. Et écoute François, merci à toi d'avoir accepté l'invitation et d'être venu à cette heure matinale en ce jour du Seigneur. Je vais à l'église juste après. Voilà. Et juste à l'heure. Voilà, parfait, nickel. Écoute, merci à toi et puis tu sais, t'es bienvenu quand tu veux, quand il s'agit de parler des Hawks ou même d'autres choses. Ce sera avec plaisir qu'on te recevra. Pas de soucis, merci beaucoup de l'invitation et que j'ai cette fois-ci accepté. Ça marche. Merci à toi d'être venu. Merci à toi. Allez, ciao. Bonne chance pour la suite. Ciao. Yes, merci.